Je suis économiste de formation. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Fribourg et j'ai travaillé pendant 21 ans dans le secteur financier. Je suis très passionnée par le wealth management et en particulier la conjonction entre wealth management, éthique et durabilité. Aujourd'hui, j'ai fondé ma propre entreprise pour me focaliser sur l'éducation financière des enfants dès le plus jeune âge et sur financial parenting pour permettre aux parents d'être le meilleur role model pour leurs enfants dès le début quand ils commencent à introduire l'argent aux enfants. Mara, bienvenue. Je te remercie de participer à ce talk durant lequel on va surtout parler de durabilité, de finances et d'égalité. Et avant tout, je tiens à te remercier pour le rôle modèle que tu es dans ces trois thématiques. Le système financier mondial a un énorme impact aujourd'hui sur les enjeux planétaires climatiques. Il y a beaucoup d'efforts qui se font sur toutes les places financières, y compris en Suisse, mais on se rend compte qu'ils sont d'une part pas suffisants et d'autre part que les flux financiers sont extrêmement polluants et de plus en plus polluants. Comment vois-tu l'évolution de la place financière suisse dans ce contexte global ? Je crois qu'en Suisse, on a fait des beaux progrès en matière de durabilité dans le secteur financier. Mais je crois aussi que le chemin est encore très long et il faut vraiment accélérer les efforts. Il a fallu d'abord des années avant qu'on ait le courage de proposer des investissements durables aux clients en tant qu'offre principale, que l'argent soit investi de manière durable, parce qu'on avait vraiment un peu peur des conséquences au niveau de la performance financière. Il a fallu des années pour démontrer que durabilité et performance peuvent aller main dans la main. Ce n'est pas un sacrifice de performance. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus parce que le RSE, ESG, est certainement important. C'est certainement bien de pouvoir comprendre quelle est l'empreinte sociale, écologique et au niveau du governance de chaque entreprise dans laquelle on investit. Mais ESG en soi ne nous amènera pas à net zero ou à une économie régénérative. Et je crois que c'est ces dimensions-là qu'il faut mieux capturer, qu'il faut mieux mesurer, non seulement pour savoir quelles sont les entreprises qui font un peu mieux ou ils font plus d'efforts pour devenir un tout petit peu plus soutenables, mais quelles sont les entreprises qui permettent vraiment de repenser complètement leur empreinte écologique aujourd'hui et trouver la mesure de cette transformation qui est nécessaire, parce que si on ne sait pas comment la capturer, comment la mesurer, c'est aussi difficile de prioriser ces critères dans la définition d'investissement durable et de permettre au capital d'être catalysé là où il a l'impact le plus important. Donc la RSE, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On le voit puisque la jeune génération fait des appels à la désertion, désespère de la non prise en considération des enjeux, des urgences climatiques. Qu'est-ce qui devrait, selon toi, changer extrêmement rapidement au niveau académique pour former les futurs spécialistes en finance ? C'est un très important thème que tu abordes là parce que, effectivement, je n'ai jamais vu autant de pessimisme au sein de la jeunesse aujourd'hui. Vraiment jusqu'au point que les jeunes se posent la question s'ils veulent avoir des enfants eux-mêmes parce qu'ils croient que mettre de nouveaux enfants dans un monde qui vraiment a de tels problèmes, c'est impensable. Et ça me préoccupe vraiment. Et c'est cette urgence qui se reflète dans leurs attentes au système de formation, au système scolaire, au niveau universitaire également. Parce que si nous ne sommes pas en mesure d'accélérer l'adaptation de la formation par rapport aux urgences de l'économie et de la société et de l'environnement, nous aurons un décalage qui est beaucoup trop long. Il faut non seulement accélérer cette collaboration entre les entreprises aujourd'hui et l'éducation pour que les besoins concrets soient traduits dans les curricula, mais il faut aussi que nous pensions déjà à 5 ans avant. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui dans le système scolaire pour que ces jeunes, dans 4 ans, quand ils ont fini leur formation, aient vraiment tout ce qu'il faudra pour
progresser les changements qui deviennent toujours plus urgents. Donc une bonne connaissance des mesures actuelles de soutenabilité. Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Qu'est-ce qu'on peut capturer? Qu'est-ce qu'il nous faut encore capturer? Parce que justement, ESG, ce n'est pas la même chose que Net Zero. Et de manière régénérative, de repenser complètement nos notions d'économie, de capitalisme dans les contraintes écologiques dans lesquelles nous nous trouvons, c'est de l'importance extrême. Donc je crois que c'est un gros challenge pour l'académie mondialement. Donc tu l'as dit, Mara, 21 ans au plus haut niveau de la finance, en Suisse et à l'étranger. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de tout quitter sa zone de confort pour se retrouver à promouvoir l'égalité financière, l'égalité des genres? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as décidé de changer de voie? Il y avait plusieurs raisons. Je crois que j'ai compris que le système financier n'allait pas bouger à la vitesse que j'aurais souhaité. Et je crois qu'il y a des moments où, au lieu d'essayer de changer un système, il faut tout simplement créer un nouveau système. Mon souhait le plus grand, c'est que je puisse transmettre aux enfants une notion d'argent qui n'a plus à voir avec power, greed, competition, mais avec empowerment, equality, sustainability. Et il faut vraiment trouver un autre dialogue en dehors, disons, de la finance traditionnelle pour porter ces messages. Et je crois qu'on commence à peine aujourd'hui à comprendre que nos attitudes par rapport à la monnaie, à l'argent, sont formées dès l'âge de 7 ans. Ou déjà à l'âge de 7 ans, elles sont largement formées. Donc ça signifie que l'intervention va être encore plus tôt. Ça signifie aussi que le système scolaire ne va pas résoudre le problème, parce que c'est dans les mains des parents qu'il faut vraiment changer les notions d'argent, de soutenabilité, l'impact que nos choix financiers ont chaque jour, que ce soit des choix de consommation ou des choix d'investissement, et d'en prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas attendre que les enfants aujourd'hui aient 20 ans ou 25 ans ou 30 ans pour qu'eux-mêmes, ils commencent à comprendre le pouvoir qui est dans leurs mains avec leurs décisions financières. On ne peut pas se permettre de gaspiller encore 20 ans pour que les jeunes générations puissent mobiliser leurs ressources d'une autre manière que les générations précédentes. Et c'est cette urgence qui m'a fait vouloir quitter le système et trouver d'autres chemins, d'autres collaborations et surtout repenser nos rôles en tant que leaders dans un système qui a une contrainte à court terme qui, malheureusement, ne permet pas à des grandes visions de long terme de s'épanouir. Tu as des enfants toi-même. Comment est-ce que tu as impliqué tes enfants dans toute cette démarche? Ils ont été très impliqués. Par exemple, ma fille a été ma source plus importante de feedback sur toute la création de mes livres pour enfants sur l'argent, l'éthique et la durabilité. Mais c'était très intéressant parce qu'au début de cette voyage, lorsque le premier livre a été écrit, elle avait à peine 12 ans et je lui ai demandé de lire le premier livre et de me dire ce qu'elle en pensait. Elle me dit: maman, je trouve que l'histoire c'est super chouette, c'est tout en rime, c'est vraiment charmant, mais je ne comprends pas le sens. Pourquoi est-ce qu'une fille gagnerait 1 centime de moins qu'un garçon pour le même job? Ça n'a aucun sens parce que c'est pas réel ça. Et j'ai dû vraiment lui expliquer qu'est-ce que écart de salaire signifie et que ce n'est pas une problématique seulement pour ma génération, mais pour les 7 prochaines générations. Et de l'impliquer dans tout ce mouvement de transformation pour qu'elle puisse comprendre qu'on n'est pas simplement en train de lutter pour nos propres droits, mais pour les droits de tous celles qui viendront après nous. Et pour mon fils, c'était la même chose. C'était vraiment pour lui une attente pour que le monde soit plus inclusif, que le monde soit plus fair. Et je crois qu'il a été choqué de se rendre compte dans quel état le monde est vraiment, maintenant qu'il voit le monde avec ses yeux d'adulte.
parce qu'on a toujours parlé de diversity, inclusion, equality, sustainability, de manière à les encourager à avoir une passion pour ces thèmes. Mais je crois qu'on les a donné aussi un tout petit peu l'illusion qu'on avait déjà fait énormément de progrès, alors qu'une fois qu'ils sont lancés dans le monde réel, ils se rendent compte qu'il y a énormément de travail encore à faire. Mais c'est encourageant de voir que pour les jeunes, c'est une priorité numéro 1. La profitabilité, juste faire carrière, juste gagner énormément d'argent, c'est vraiment prio 3-4. Les premières priorités sont je veux un environnement de travail où je sois respectée en tant que personne et je veux une entreprise qui se donne vraiment la peine, mais vraiment la peine, à soutenir une production qui soit durable, à créer un monde où nos ressources vont être protégées. Donc ces jeunes, quand ils se retrouvent dans le monde de l'entreprise, très souvent, ils sont assez vite déçus par le manque de sens dans leur travail. Qu'est-ce que tu peux leur préconiser lorsqu'ils occuperont ces places de leader pour être de vrais leaders du changement? Je crois que ce qui manque aujourd'hui au niveau du leadership, c'est vraiment la capacité, la volonté de balancer, d'équilibrer le court terme avec le long terme. Et pourtant, ça, c'est un des enjeux les plus importants pour tout leader d'entreprise. Et malheureusement, toutes les pressions à court terme du capitalisme font en sorte qu'on se focalise beaucoup sur les prochains 3, 6, 9, 12 mois et beaucoup moins sur les 15, 20 prochaines années. Et beaucoup de leaders ne pensent même pas en décennies, parce que leur job, c'est peut-être les 3 prochaines années, et puis voilà, quoi. Un peu aussi dans la politique, c'est le même problème. Donc nous avons vraiment besoin d'encourager les jeunes, d'avoir des visions où on peut parler vraiment de long terme, où on peut dire j'ai une vision que je veux créer quelque chose, je veux améliorer quelque chose, mais de prendre connaissance du trajectoire qui nous amènera là-bas et des sacrifices qu'il faut faire, du temps qu'il faudra, des coûts auxquels on devra faire face. Et ça me manque un tout petit peu aujourd'hui. Je vois beaucoup de leaders qui parlent de petites améliorations, like incremental steps. Incremental steps are too little. Il faut beaucoup plus que des petits pas. Il faut vraiment du courage et des gros pas. Et j'espère pour la nouvelle génération qu'on trouvera suffisamment de leaders qui vont prendre en main cette responsabilité. Je pense par exemple à des personnages comme Elon Musk qui ont une visibilité mondiale absolument énorme, mais qui ne parlent pas de l'empreinte CO2 emissions à chaque fois qu'une raquette est lancée dans l'espace. Et je veux dire, c'est beau que tu penses que coloniser Mars, c'est le futur de l'humanité. Je suis peut-être pas du tout d'accord, mais bon. Mais au moins, si tu pouvais parler honnêtement de l'empreinte de cette entreprise par rapport aux ressources, à la pollution, aux réalités d'aujourd'hui et trouver un dialogue responsable parce que les jeunes sont en train de regarder ce type de personnages qui ont un voix, qui sont visibles. Et c'est mon espoir qu'ils puissent trouver vraiment non seulement des leaders qui sont visionnaires, mais des leaders qui sont responsables. Tu as mis en exergue les notions de courage, de vision à moyen, mais surtout à long terme. De ton côté, tu as créé ces livres, ces 4 livres, c'est juste, en français, en allemand, en anglais, maintenant aussi au Kenya. Quelle est pour toi ta vision et ta mission à long terme? Ma vision à long terme, c'est que tout d'abord, nos enfants puissent connaître et comprendre nos objectifs de développement durable. Parce que je parle avec énormément de gens et quand je mentionne SDG ou ODD, la plupart des gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Alors que si on parle de durabilité, il faut d'abord savoir quels sont les 17 problèmes du monde qu'on veut résoudre. Aussi avec des investissements durables, c'est ces 17 problèmes que nous sommes en train d'essayer de résoudre. Donc il faut connaître
la base pour pouvoir prendre action. Si on ne connaît pas la nature des problèmes qu'on veut résoudre, comment est-ce que les enfants vont grandir avec les moyens de penser à des solutions créatives pour ces problèmes? Donc, j'ai voulu faire en sorte que les enfants puissent apprendre les ODD comme l'ABC. Et justement aussi avec le lancement au Kenya, semaine prochaine, on apportera pour la première fois aussi la thématique des ODD en Swahili dans les écoles du pays. Mon espoir, c'est que les jeunes enfants puissent comprendre non seulement quels sont les objectifs, mais quels sont leurs droits, le droit à un monde meilleur, pour qu'ils puissent grandir avec des exigences vis-à-vis des entreprises. Et quand ils commencent eux-mêmes à déployer leur propre argent, que ce soit argent de poche, que ce soit plus tard dans leur vie, que ce soit aussi leur choix où travailler, que ces exigences soient vraiment positionnées, exprimées et utilisées comme un outil tous les jours, que les enfants savent qu'ils ont énormément de pouvoir dans leurs propres mains. Il ne faut pas gaspiller encore 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'ils comprennent eux-mêmes le pouvoir qu'ils ont de forcer le changement sur les entreprises. Parce que c'est ça qu'ils ont. Nous, comme consommateurs, on a ce pouvoir, mais il faut le savoir, il faut l'utiliser. Et encore plus en tant qu'investisseur, et surtout les investisseurs institutionnels, je crois que c'est là le clé pour accélérer le changement dans le système financier. Donc, il faut, top-down, institutional investors. Leur demande aux entreprises et bottom-up, les nouvelles générations de consommateurs qui mettent aussi leurs exigences pour un futur meilleur en premier plan. Mara, un immense merci pour cet parfait exemple de leadership durable et à bientôt. Merci à toi, c'était un plaisir.